Marie-Hélène Lafont, Joseph. Joseph ne s'occupait pas de la météo. De mai à octobre, il remplissait les arrosoirs et les brocs pour les fleurs de la patronne, 2 arrosoirs en plastique noir sans pommeau et 2 brocs bleus, un grand et un petit, qu'il plaçait aux bons endroits. La patronne n'aurait qu'à les soulever pour atteindre les pots disposés sur le rebord des 4 fenêtres du rez-de-chaussée. Quand on arrivait devant la maison, on ne voyait que les fleurs et les feuilles qui débordaient en rouge et vert des pots coincés entre les barreaux des fenêtres. Ils débordaient des 2 côtés, mais plus vers la cour que vers l'intérieur des pièces. Les pots n'auraient pas pu tomber, ça n'arrivait pas. Il y avait des barreaux aux 4 fenêtres de cette ferme, au rez-de-chaussée. Ils n'avaient pas été enlevés. La patronne n'avait pas demandé pour l'eau. Joseph avait pris l'habitude tout seul. Pendant la 2e année de Joseph dans cette ferme, au mois d'août, la patronne était restée 11 jours à l'hôpital à Aurillac pour une maladie de femme. On l'avait opérée et quand elle était revenue, on voyait que c'était difficile. Le patron s'occupait des poules et des lapins et du jardin. Joseph arrosait les légumes avec le tuyau branché au robinet de la laiterie et ensuite, quand la patronne avait repris du service, il avait continué seulement pour les fleurs. C'était des géraniums dans des pots que le patron rentrait dans l'arrière-cave avant les premières gelées et ressortait après les seins de glace. Jamais avant, la patronne n'aurait pas voulu et le patron faisait comme elle avait dit. 12 pots. Les géraniums dataient de la mère de la patronne. Ils duraient depuis tout ce temps. Ils étaient très rouges, avec des feuilles luisantes et raides. Et on n'en voyait pas de plus beau dans le pays, nulle part. Plusieurs fois, Joseph s'était fait cette réflexion. L'été, dans le bourg ou à Rion, tout le monde avait des géraniums, mais cette variété plus ancienne devait être meilleure. Le tuyau de la laiterie était trop court pour atteindre les pots et, de toute façon, la patronne disait que rien ne valait l'arrosoir ou le broc. On ne mettait que ce dont la plante avait besoin, ni plus ni moins, et l'eau était à bonne température, moins froide qu'au sortir du tuyau. Elle répondait ça au fils ou au patron quand il proposait d'installer un autre système plus commode. Joseph préparait l'eau après le repas de midi, avant de redescendre à l'étable, à la grange ou au pré. La patronne arrosait le soir, juste quand le chaud du jour était tombé, et en traversant la cour pour aller manger, Joseph ralentissait un peu pour attraper le parfum des géraniums qui restait suspendu dans l'air et aurait presque pu faire penser à un dessert sucré. La patronne aimait aussi le patinage artistique. Elle regardait vraiment, assise, droite sur le banc, et les mains posées sur le tablier. Elle ne faisait pas autre chose et laissait les mots croisés. Elle parlait entre ses dents sur les costumes de certaines femmes. Elle secouait la tête et se tournait comme pour lui demander son avis vers le patron qui dormait plus ou moins devant la cuisinière. Avant d'aller se coucher, Joseph remettait le journal de la veille exactement dans ses plis et à sa place sur le meuble. Il montait le premier, entre 9h30 et 10h moins le quart. Il serait couché dans le lit, les yeux ouverts, et l'attendrait. Il se tiendrait dans son chaud. Le lit restait toujours propre. Un samedi matin sur 2, la patronne lavait les draps, avec le pyjama, les 2 serviettes et le gant. Elle faisait tourner cette lessive pour lui, et chaque semaine, le vendredi, une autre avec toutes ses affaires, les pantalons, les polos, le pull, ou le gilet et le linge de corps qu'il descendait dans un panier carré, fermé avec un couvercle. Le matin, il posait le panier sur la chaise, à côté du congélateur dans le couloir. Il prenait là aussi les piles propres qui sentaient bon le produit et refaisait lui-même son lit. Les piles étaient parfaites, comme sur les catalogues. La patronne ne repassait pas pour lui, mais elle avait une manière d'étirer le linge à plat sur la table et de le plier comme avec des mains de fer qui était presque mieux que du repassage. C'était réglé comme ça. Les combines pour les tables et les chaussettes étaient lavées avec celles du fils et du patron dans une autre machine, plus vieille, installée dans le débarras. Joseph aurait su comment faire tout seul, et sans rien abîmer parce qu'il était soigneux, mais il avait compris que la patronne n'aimait pas que l'on touche à son électroménager. Il n'avait mal nulle part, tout son corps marchait bien, seulement la fatigue normale du vrai travail et une gêne ici ou là, dans les reins ou dans les épaules,
après une grosse journée, ou quand il avait forcé, en s'y prenant mal, sans réfléchir. Il dormait à plat sur le dos, la couverture et le drap tirés sur lui sans pli. La patronne avait enlevé le traversin et l'oreiller parce qu'il ne s'en servait pas, jamais. Il le lui avait dit. Il avait pris l'habitude dans les maisons de cure et l'avait gardé. La chambre est presque entièrement remplie par 2 lits disposés tête bêche. Il occupe celui qui fait face à la fenêtre, tout de suite à droite de la porte en entrant. Notre lit est recouvert d'une couverture rouge et lourde. Il ne pose rien dessus. À l'exception de ces 2 lits de coin, hauts et anciens, en bois blanc et ciré, et des 2 chaises paillées qui les flanquent au chevet, la pièce est vide. Ni armoire ni commode, dont on devine les luisances dans les autres chambres si une porte reste entr'ouverte. Pour ranger, il dispose d'une étagère fixée sur toute la longueur de la cloison de planches larges et rousses. Il a peu d'affaires, tout tient dans une grosse valise dure et carrée qui lui vient de famille du côté du père. On avait toujours dit la valise de l'oncle Gustave, que le père et la mère appelaient l'oncle de Paris. Mais il ne savait pas qui était cet oncle, ni s'il avait vraiment vécu à Paris. Il laisse ses choses dans cette valise, où elles restent à l'abri de la poussière. Le blouson d'été, la parka doublée pour l'hiver, les 2 pantalons et la veste de sortie sont sur des cintres accrochés sous l'étagère, qui ne sert pas sauf pour poser 4 boîtes à chaussures, une pour les slips, une pour les chaussettes, et 2 pour les souliers propres, si on doit aller à un enterrement, ou à Rion, ou même à Aurillac, dans les bureaux des administrations pour des papiers. Une fois par semaine, le jeudi, la patronne fait le ménage des chambres d'en haut. Elle passe le chiffon et l'aspirateur, et il sait qu'elle est soulagée parce que rien ne traîne, il ne salit pas, c'est net et impeccable. Elle ne fait pas de compliments sur lui, mais il l'entend parler au patron des 2 pièces du fils, sa chambre et le petit bureau où, avant de penser à la poussière, il faut d'abord trier le sale et le propre, mélanger et déblayer le capharnaüm. Elle emploie cette expression qui sent la messe ou le catéchisme. On y perdrait la santé, on n'a plus 20 ans, et on pourrait recommencer dès le lendemain, et jamais un mot de remerciement. C'est tout juste si monsieur ne se plaint pas parce qu'il doit chercher un peu ses affaires qui ont été rangées à leur place. Et comment il ferait sans elle? Il vivrait dans une porcherie, et il verra bien si les femmes d'aujourd'hui, qui travaillent en dehors de la ferme et rapportent un salaire, accepteront ce bazar. Le patron écoute d'une oreille, Joseph sent qu'il se retient. Bien beau que le fils soit là, avec eux, pour continuer. Bien beau qu'il ait le goût de ce métier. On n'a pas eu besoin de le forcer. Tant pis pour le désordre et les disputes pour la météo ou le programme de télévision. Mieux vaut ça que le rien et le vide quand on n'a pas de suite. Le patron rumide. Les soirs, avant de monter, Joseph dit bonsoir sans regarder. On l'entend à peine, mais on sait qu'il l'a dit.